Salut, bienvenue à la quatrième partie. Nous sommes rendus un peu plus de 200 000 ans après le Big Bang, lorsque la température est inférieure à 3000 degrés. Les forces de la nature sont à l'œuvre et elles structurent désormais la matière. Nous sommes donc rendus à la formation des étoiles. S'il se passe plusieurs choses lors des premières fractions de seconde après le Big Bang, les événements semblent ralentir beaucoup par la suite. Après quelques centaines de milliers d'années, les électrons entrent en orbite autour des noyaux atomiques et depuis 13 milliards d'années, la gravité continue lentement de comprimer les galaxies. Les galaxies n'ont pas encore terminé de se comprimer complètement en boules de matière compacte. Elles sont d'ailleurs très vastes encore aujourd'hui. Et pendant ce long processus, la matière qui tournoyait vers le centre des galaxies permet éventuellement à la Terre d'exister. À l'intérieur des galaxies, la matière du nuage qui se comprime n'est pas uniforme non plus. Une partie de ce nuage galactique peut alors se condenser plus rapidement pour former une étoile. À l'échelle des galaxies, le processus est mal compris parce que nous manquons d'informations. C'est-à-dire que les galaxies ne se sont formées qu'une seule fois, peu de temps après le Big Bang, et leur évolution s'étend sur 13 milliards d'années. Mais à l'échelle des étoiles, cette fois, nos théories fonctionnent très bien. C'est d'ailleurs notre compréhension de la formation des étoiles qui a inspiré notre théorie de la formation des galaxies. Alors, il faut environ 100 000 ans, c'est une moyenne arbitraire, donc 100 000 ans pour qu'une partie du nuage galactique se comprime suffisamment et donne une étoile. Ce délai représente plusieurs générations d'êtres humains. Cela dit, en regardant dans l'espace autour de nous, il est possible de voir plusieurs futures étoiles à divers stades de leur formation. Alors, regardons par exemple la nébuleuse du Cheval. C'est un gigantesque nuage irrégulier d'hydrogène en train de se comprimer, et à l'intérieur, nous retrouvons plein de nouvelles étoiles en formation. Ici, notre intérêt pour les étoiles n'est pas purement académique. C'est à l'intérieur d'une étoile que les conditions sont redevenues assez intenses pour fusionner la matière dont nous sommes composés. Nous avons donc un intérêt direct à comprendre ce qui se passe dans les étoiles. Les étoiles, bien qu'elles ne soient pas vivantes, ont quand même une évolution dans le temps, et plusieurs chercheurs emploient des mots comme la naissance, la vie et la mort pour parler des étoiles. Lorsque nous observons le ciel étoilé, c'est un peu comme si nous observions une forêt d'arbres. Il existe de jeunes étoiles, de vieilles étoiles, et bien sûr, il y a des cas plus bizarres. Pour comprendre les étoiles, imaginons d'abord la formation d'une étoile comme notre Soleil dans notre propre galaxie. La matière du nuage galactique, en se contractant, se mit à tourner plus vite, et il s'est aplati en disque. Certains endroits contiennent plus de matière que d'autres, et ces inégalités permettent alors à la gravité d'accélérer la compression. Bon, on peut maintenant poser la question, combien de matière est requise pour faire une étoile? Pour former notre propre Soleil, les estimés disent qu'il faudrait environ 10 à la 57 atomes. C'est donc de l'ordre d'un 1 suivi de 57 zéros. À titre d'exemple, la Terre est environ 1 million de fois moins massive que le Soleil. Donc la Terre contiendrait environ 10 à la 51 atomes. C'est peut-être utile de souligner à nouveau que la matière du Big Bang est presque entièrement composée d'hydrogène, avec un petit pourcentage d'hélium, donc moins de 10 d'hélium. À cette époque, le reste de la matière lourde, comme le lithium, le carbone, l'oxygène, le fer et ainsi de suite, le reste de la matière lourde est quasiment inexistante dans l'univers. Alors, nos observations actuelles semblent conclure que notre Soleil est une étoile typique. Donc, un nuage contenant 10 à la 57 atomes formerait une étoile typique. Pour former une petite étoile, il faudrait 10 à la 56 atomes et un nuage contenant 10 à la 58 atomes formerait une étoile supermassive. Maintenant, quels phénomènes peuvent contribuer à déstabiliser un nuage pour que la gravité se mette à le comprimer? Il existe plusieurs possibilités. Comme pour les galaxies, il peut s'agir d'un tourbillon, donc une irrégularité, ou encore la force de gravité de la galaxie elle-même qui engendre la formation d'étoiles. Alors, dans le cas de notre Voie lactée, par exemple, les étoiles et les gaz tournent en fait très lentement autour du centre. Ce sont les bras du champ gravitationnel qui tournent plus rapidement.
Et comme chaque champ se manifeste sous forme de vagues, la matière qui se retrouve au sommet d'une de ces vagues se fait comprimer un peu plus que la matière dans un creux de vague gravitationnelle. Les étoiles existantes ont aussi une influence sur leur environnement, à cause des vents solaires. Chaque étoile projette de la matière dans son environnement et ces vents poussent les nuages ambiants en les comprimant un peu à leur passage. Mais le phénomène le plus déterminant pour engendrer de nouvelles étoiles serait l'explosion d'une grosse étoile. On appelle cet événement une supernova. Lors de cette explosion, une énorme quantité de matière de l'étoile qui explose est projetée dans toutes les directions à toute vitesse et perturbe tout sur son passage. Conséquemment, la mort d'une étoile supermassive engendre souvent la naissance de nouvelles étoiles. En général, les nouvelles étoiles naissent dans des vastes nuages qui se compriment. Et là où ce nuage se comprime encore plus vite en sous-nuages, se forment des groupes d'étoiles. D'après nos connaissances actuelles, notre Soleil se serait formé dans un tel petit groupe de nouvelles étoiles, mais il aurait été expulsé de son groupe par la suite. À l'origine, la matière du nuage est froide. Aujourd'hui, la température ambiante dans l'univers est environ 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Alors rappelez-vous, le zéro absolu, c'est 273,15 degrés Celsius sous zéro. Actuellement, la température ambiante de l'univers est de moins 270 degrés Celsius. Donc au début, la matière du nuage est froide. Puisque toute la matière se déplace un tout petit peu, on peut supposer que la partie du nuage qui formera l'étoile est en train de tourner légèrement plus dans une direction que dans l'autre. Aussi, avec une faible densité initiale, le magnétisme du nuage est très faible. Alors les atomes dans le nuage se déplacent très lentement et puisqu'ils sont infiniment petits, ils attirent très très peu les atomes environnants. Il faut que suffisamment d'atomes se retrouvent en assez grande concentration pour que la gravité de l'ensemble des atomes les attire vers le centre de la région. Les atomes d'hydrogène, en se rapprochant lentement du centre, vont être plus entassés dans un espace de plus en plus petit. En conséquence, la température de cet endroit commence à augmenter à cause de la friction des collisions plus fréquentes. Alors rappelez-vous, c'est l'énergie potentielle de la gravité entre les atomes qui se transforme en énergie de mouvement. Lors d'une collision entre atomes, une partie de cette énergie est relâchée dans le nuage sous forme de chaleur, et cette chaleur est alors absorbée par les autres atomes environnants. La chaleur fait compétition à la gravité en accélérant les atomes qui entrent alors en collision plus violente et rebondissent plus loin. Pour le moment, dans notre scénario de formation d'une étoile, la chaleur n'empêche pas le nuage de se comprimer, mais elle ralentit un peu la compression du nuage. Notons encore une fois qu'une partie de cette chaleur s'échappe inévitablement du nuage, c'est-à-dire que le nuage se réchauffe, mais une partie de cette chaleur se dissipe dans l'environnement, donc dans l'espace. Le momentum angulaire du nuage, c'est-à-dire le fait qu'il tourne. Le momentum angulaire accélère à mesure que le nuage devient plus petit, un peu comme la patineuse qui ramène sa jambe vers elle en tournant. Puisque la quantité de matière, donc la masse, ne change pas, mais que son volume diminue, la vitesse de rotation doit augmenter, et la matière aura tendance à s'aplatir le long d'un disque. Comme pour la chaleur, la force centrifuge contribue à ralentir la compression du nuage, c'est-à-dire qu'elle expulse la matière vers l'extérieur du disque. Il faut que la gravité soit assez forte pour continuer la compression du nuage. Sinon, la rotation peut finir par contrer totalement la gravité. Bien sûr, un nuage qui ne serait pas en rotation aurait besoin de moins de matière qu'un nuage qui tourne pour former une étoile. Puisque les atomes sont composés de charges électromagnétiques, on parle ici de protons et d'électrons, le nuage qui se comprime a nécessairement un champ magnétique. À mesure que le nuage se réchauffe et que les collisions augmentent, certains atomes se font ioniser. Autrement dit, il y a un débalancement des charges électromagnétiques dans le nuage. Si ce débalancement est assez grand, il influencera plus fortement les particules que la force de gravité, et il peut ainsi contrer la compression en déformant le nuage. Il existe donc des phénomènes qui ralentissent et même qui peuvent arrêter complètement la compression d'un nuage. Mais tôt ou tard, certains nuages contenant des irrégularités ne pourront contrer la force de gravité
et vont continuer l'inévitable cycle de compression. Afin de comprendre l'évolution des étoiles, les scientifiques se servent d'un diagramme qui compare leur luminosité et leur température. C'est le diagramme Hertzsprung-Russell, ou le diagramme HR. Dans ce diagramme, notre Soleil sert de référence pour comparer les autres astres. Notre Soleil est une étoile de type G. Il est situé à l'intersection du 1 de la luminosité et de 6000 degrés Kelvin pour la température de sa surface. Alors une étoile qui aurait une luminosité de 10 serait 10 fois plus brillante que notre Soleil. La plupart des étoiles passent 90% de leur existence dans ce que nous appelons la séquence principale. Mais avant d'être considéré comme une étoile, le nuage de poussière interstellaire doit d'abord passer par quelques étapes. Au début, le nuage peut mesurer des dizaines d'années-lumière de diamètre, donc environ 10 à la 14 km de large. Et il faut parfois des millions d'années avant que le nuage forme une étoile. Il existe alors plusieurs scénarios possibles pour former une étoile. Ce fragment de nuage n'a pas besoin d'être homogène, et il pourrait aussi se fragmenter en plusieurs parties. Chaque sous-nuage qui se comprime contribue ainsi à comprimer le nuage dans son ensemble. Par exemple, la galaxie est un très vaste nuage qui se comprime. Et à l'intérieur de la galaxie, le nuage se comprime à des rythmes différents selon les variations de la densité de la matière, de la température, de la vitesse de rotation, du champ magnétique et ainsi de suite. En général, les étoiles naissent en groupe dans des régions plus denses, mais par la suite, certaines jeunes étoiles se font expulser de leur groupe, comme notre Soleil. Les étapes de la formation d'une étoile, que nous allons décrire, font partie d'une évolution continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division claire entre les étapes, même que certaines étapes peuvent s'entrecouper. Et les chiffres présentés ne sont que des repères, puisque chaque nuage est soumis à des conditions différentes. Alors commençons. Lors de la première étape, le nuage débute sa contraction. La densité atteint éventuellement 10 particules par centimètre cube, donc 10 particules par dé à jouer. Et les collisions augmentent un peu, faisant augmenter la température autour de 100 degrés Kelvin vers le centre du nuage. On peut alors imaginer que dans une seconde étape, le nuage ne mesure plus que 100 fois la taille de notre système solaire, ce qui est encore très très grand. La densité vers le centre du nuage, lors de cette seconde étape, atteint environ 1 million de particules par centimètre cube, et la température atteint maintenant 200 degrés Kelvin, donc moins 73 degrés Celsius. À cette température, les atomes d'hydrogène dans le nuage se déplacent à 1 km par seconde, mais ne voyagent pas si loin à cause des collisions. La contraction de la gravité est de plus en plus lente à cause de la chaleur engendrée par les collisions, et la densité empêche désormais le nuage de se fragmenter à nouveau, ce qui accélérerait en fait la compression. Il faut désormais que la chaleur se dissipe pendant des milliers d'années pour permettre au nuage d'atteindre la prochaine étape. La troisième étape de la formation d'une étoile dure quelques dizaines de milliers d'années. Pendant ce temps, le nuage de gaz devient à peu près de la taille de notre système solaire, soit environ 10 000 fois plus large que notre Soleil. En périphérie, la température augmente lentement, et il y a de plus en plus de différences avec la température du centre, c'est-à-dire là où la température atteint maintenant quelques dizaines de milliers de degrés. La densité du centre atteint 1000 milliards de particules par centimètre cube. Autrement dit, les collisions entre les atomes d'hydrogène sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, engendrant de plus en plus de chaleur au centre du nuage. Après environ 100 000 ans depuis le début de sa contraction, le fragment du nuage galactique commence la quatrième étape de la formation d'une étoile. À la surface, la température n'atteint que quelques milliers de degrés, tandis que la température du centre atteint 100 000 degrés. Notez que nous sommes encore bien loin des 10 millions de degrés requis pour enclencher les premières réactions nucléaires. Les noyaux d'hydrogène entrent en collision à des vitesses moyennes de 100 km par seconde. Comparé à notre système solaire, le diamètre du nuage sur le point de former une étoile ne dépasse pas l'orbite de la planète Mercure, soit la planète la plus proche de notre Soleil. S'il ne s'agit pas encore d'une étoile, cet objet céleste est tout de même assez chaud, donc assez lumineux, pour apparaître dans le diagramme HR, et on peut dès lors parler d'une proto-étoile, ou une pré-étoile si on veut. Puisque la luminosité dépend du volume, donc de la taille, une proto-étoile peut sembler plus brillante qu'une étoile comme notre Soleil, simplement en étant plus grosse.
Et cela même si le Soleil est beaucoup plus chaud que la protoétoile. Alors, juste avant d'atteindre des températures suffisantes pour enclencher des réactions nucléaires, la chaleur fait de plus en plus compétition à la gravité et le nuage ralentit encore sa compression. Le passage à la 5e étape est beaucoup plus long et il peut prendre des dizaines de millions d'années. La future étoile est encore 10 fois plus grosse que notre Soleil et la température au centre atteint 1 million de degrés. Alors, puisqu'ici, la taille diminue pendant que la température de la surface n'augmente pas vraiment, l'étoile devient de moins en moins lumineuse. Donc, elle se déplace vers le bas sur le diagramme HR. À la 6e étape, la température au centre atteint les 10 millions de degrés requis pour engendrer les premières réactions nucléaires entre les noyaux d'hydrogène. Le nuage est devenu une étoile. 10 millions d'années se sont écoulées depuis le début de la contraction du nuage. Par contre, la gravité n'a pas encore terminé son travail. Le diamètre de l'étoile est d'environ 2 millions de kilomètres. Et la matière est encore attirée vers le centre. Sauf que les réactions nucléaires du centre engendrent tellement de chaleur additionnelle que la compression va se stabiliser. Les conditions au centre ressemblent aux premières minutes après le Big Bang. Mais à l'intérieur de l'étoile, ces conditions vont durer beaucoup plus longtemps. Il faut se rappeler qu'au Big Bang, la température et la densité diminuaient très rapidement et les réactions nucléaires n'avaient eu le temps de produire qu'une petite quantité d'hélium. Pendant les premiers 30 millions d'années d'une étoile, elle va trouver un équilibre entre la gravité et la chaleur du centre. Ensuite, lorsque l'étoile devient stable, elle commence sa 7e étape. Et dans le cas des étoiles comme notre Soleil, cette 7e étape peut durer des milliards d'années. La densité de notre Soleil est d'environ 10 à la 26 particules par centimètre cube, et sa température au centre est environ 15 millions de degrés. L'étoile se situe alors sur la séquence principale du diagramme HR, et sa position dépend essentiellement de sa masse, c'est-à-dire de la quantité de matière dans l'étoile. Dans le cas d'une étoile comme notre Soleil, les étapes que nous venons de décrire prennent environ 100 000 ans pour comprimer le nuage, et ensuite quelques millions d'années pour stabiliser la proto-étoile en étoile jusqu'à la 7e étape. Si ces étapes semblent longues, il faut savoir qu'elles représentent moins de 1% de l'évolution totale de l'étoile. Notons encore une fois que ces chiffres sont théoriques et qu'ils sont basés sur nos observations récentes. Alors même si nous avions des observations d'étoiles en formation qui dateraient des premiers textes écrits par l'humanité, donc il y a environ 5000 ans, il n'y aurait pas assez de temps écoulé pour avoir observé une étoile passer par chaque étape. Les étoiles plus massives, donc nécessitant un plus gros fragment de nuage initial, les étoiles plus massives prennent moins de temps à se contracter à cause de la plus grande gravité dans le nuage. En conséquence, les étoiles massives évoluent beaucoup plus rapidement que les petites étoiles. Et l'évolution accélérée des étoiles très massives se termine généralement en terrible explosion, c'est-à-dire une supernova. Les étoiles moins massives que notre Soleil peuvent prendre jusqu'à 1 milliard d'années pour se former. Si un nuage ne contient pas assez de matière pour former une étoile, la température au centre n'engendre jamais de réaction nucléaire, et le nuage finit par perdre toute sa chaleur dans son environnement, terminant son existence en objet compact et non lumineux qui flotte dans l'espace. Lorsque notre Soleil s'est formé, environ 99% de la matière du nuage est allée dans le Soleil. À cet égard, Jupiter semble avoir été un compétiteur pour accumuler la matière, mais aujourd'hui, il ne reste plus assez de matière ambiante pour que Jupiter devienne une étoile. Parlons maintenant du long travail des étoiles et de la formation des éléments lourds. Chaque étoile commence avec une large quantité d'hydrogène, donc environ 90% de sa matière totale. À partir de 10 millions de degrés, les collisions entre les noyaux d'hydrogène sont assez violentes pour que les noyaux se collent ensemble grâce à la force nucléaire. Lorsque deux noyaux se fusionnent, une partie de leur énergie de mouvement est emmagasinée pour lier les noyaux, et le reste de l'énergie est relâchée dans l'étoile. C'est cette énergie dégagée par la réaction nucléaire, sous forme de chaleur, qui joue le rôle de fournaise au centre de l'étoile, et elle empêche la gravité de continuer à comprimer l'étoile. Les explosions du centre poussent la matière vers l'extérieur.
Dans le cas d'une étoile comme notre Soleil, la stabilité du centre peut durer 10 milliards d'années, après quoi il ne reste plus d'hydrogène au centre. Cette étape semble immensément longue, mais n'oublions pas que le noyau de l'étoile, où se produisent les réactions nucléaires, le noyau de l'étoile, même s'il ne représente que 1% du volume de l'étoile, ce noyau contient presque la totalité de la matière du Soleil. En attendant, les noyaux d'hélium vont rester relativement passifs puisque la température est trop froide pour les fusionner plus loin. Les noyaux atomiques ont des charges positives et ils doivent entrer en collision très violente pour combiner leurs protons ensemble. L'hélium contient 2 protons dans son noyau, donc sa charge magnétique requiert des collisions plus violentes que l'unique proton de l'hydrogène pour pouvoir se coller à d'autres protons. Il faut attendre que la température atteigne 100 millions de degrés Kelvin pour que l'hélium puisse se fusionner à son tour. Donc après environ 10 milliards d'années, l'hydrogène au centre est épuisé et les réactions nucléaires cessent. La fournaise qui maintenait l'équilibre s'éteint subitement et l'étoile redevient instable. Autrement dit, la gravité recommence la compression. Même si la température du centre recommence à augmenter, il ne reste plus d'hydrogène à fusionner et la température est encore trop basse pour fusionner l'hélium. La compression continue. Même s'il reste de l'hydrogène dans la couche intermédiaire, donc autour du noyau, et que la fusion peut recommencer dans cette couche, c'est le noyau de l'étoile qui doit maintenir la gravité en échec. Et sans cette chaleur engendrée par les réactions nucléaires, la gravité continue à contracter le noyau de l'étoile. En se faisant écraser de plus en plus, la densité et la température du noyau de l'étoile recommencent à augmenter, entraînant des collisions de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes entre les noyaux atomiques. Ce nouveau cycle de compression du centre de l'étoile peut durer entre 10 et 100 millions d'années dans le cas d'une étoile comme notre Soleil. La transition vers une géante rouge est la 8e étape de l'évolution de l'étoile. Pendant que le centre se comprime, la température de l'étoile augmente. La température des couches externes permet maintenant de fusionner l'hydrogène autour du centre, de plus en plus vite d'ailleurs, ce qui fait prendre de l'expansion aux couches externes pendant que le centre devient de plus en plus petit. L'étoile est en voie de devenir une géante rouge. Notre Soleil brûle son hydrogène depuis environ 4,5 milliards d'années, ce qui veut dire qu'il lui reste environ 5 à 6 milliards d'années avant de devenir une géante rouge. Après ça, il deviendra 100 fois plus gros et ses couches externes atteindront probablement l'orbite de la Terre. Lorsque cela se produira, les planètes Mercure, Vénus et la Terre se feront absorber par le Soleil. Une étoile qui devient une géante rouge quitte la séquence principale du diagramme HR. Rappelons que le diagramme montre la relation entre la température de la surface et la luminosité de l'étoile, et que si la température ne diminue pas, un objet qui grossit devient plus lumineux. Ici, l'étoile se déplace donc vers le haut du diagramme HR en devenant une géante. Donc elle devient 100 fois plus lumineuse que le Soleil, et cela même si la température de la surface diminue un peu en prenant de l'expansion. C'est-à-dire que la surface passe de 3000 à 1000 degrés Kelvin. Le changement de couleur est le même phénomène qu'un métal chauffé à blanc qu'on laisse refroidir un peu. Il devient rouge. Le noyau d'hélium de l'étoile contient 25% de la masse, avec une densité d'environ 100 000 grammes par centimètre cube. Or, en devenant une géante rouge, son noyau est 1000 fois plus petit que l'étoile elle-même. Le noyau est à peine quelques fois plus gros que la Terre. Dans les couches externes, la densité reste faible, donc autour de 10 à la moins 6 grammes par centimètre cube. En comparaison, la densité moyenne de la Terre est de 5 grammes par centimètre cube et la densité actuelle du noyau de notre Soleil est de 150 grammes par centimètre cube. Éventuellement, la température du noyau d'hélium atteint 100 millions de degrés et les collisions entre les noyaux d'hélium permettent de les fusionner à leur tour, rallumant ainsi la fournaise au centre de l'étoile. Il faut s'arrêter un moment pour essayer d'imaginer l'ampleur des forces à l'œuvre dans une étoile. Les chiffres mentionnés précédemment ne sont pas naturels pour nous. Un être humain au centre de l'étoile se ferait écraser dans un volume plus petit qu'un dé à jouer. Et la température ambiante y serait 10 fois plus intense qu'au centre de notre Soleil actuel. Lorsque l'hélium se met à brûler, la réaction est si soudaine et si violente
qu'elle est équivalente à une gigantesque bombe nucléaire qui explose en plein centre de l'étoile. Les scientifiques ont donné un nom spécial à cet événement. C'est, en anglais, le Helium Flash. Pendant ces courts flashs de quelques heures, le sursaut d'énergie engendré au centre de l'étoile fait regonfler le noyau, un peu, et fait diminuer la densité au centre de l'étoile. Après cet ajustement, l'étoile se stabilise à nouveau dans un équilibre entre la force de gravité qui tente d'écraser le noyau et la pression qui veut le faire éclater. L'hydrogène des couches intermédiaires continue de brûler, mais à cause de la vaste expansion du volume de l'étoile, la température a diminué et les réactions deviennent moins rapides que dans la période de transition. En conséquence, les couches externes se contractent un peu. Lorsqu'elle commence sa 9e étape, l'étoile redescend un peu dans le diagramme HR. Plus la température est élevée, plus les noyaux d'atomes se déplacent vite, et plus les collisions sont violentes. En conséquence, l'hélium brûle beaucoup plus vite que l'hydrogène. S'il faut 10 milliards d'années à notre Soleil pour épuiser son stock d'hydrogène, il ne lui faudra que quelques millions d'années pour brûler son hélium en carbone. L'évolution de l'étoile s'accélère en fin de parcours. Ces chiffres, rappelons-le, ne sont que des références, donc des estimés, basés sur notre Soleil et nos observations actuelles, car le rythme de chaque étoile dépend de sa masse initiale. Le noyau de carbone de l'étoile se comporte de la même façon que l'hélium des étapes précédentes, c'est-à-dire qu'il demeure passif au centre de l'étoile, puisque la température et la densité sont insuffisantes pour le fusionner en éléments plus lourds. Lorsque l'hélium du centre est épuisé, les réactions nucléaires cessent et la fournaise s'éteint. La gravité peut alors recommencer à comprimer l'étoile, faisant augmenter la température. Dans les couches autour du noyau, l'hélium près du centre et l'hydrogène près de la surface se mettent à brûler à un rythme effréné, faisant prendre de l'expansion à l'étoile pendant que le noyau s'écrase encore plus. Par ces cycles de compression, les étoiles brûlent l'hydrogène du Big Bang en éléments de plus en plus lourds. Un noyau de carbone contient 6 protons et il nécessite une température d'environ 600 millions de degrés pour se fusionner plus loin. Il apparaît évident que les conditions du Big Bang, où la température et la densité diminuaient très rapidement, n'ont pas permis la formation d'éléments lourds au-delà de l'hélium. Tous les éléments plus lourds que l'hélium, retrouvés dans la nature, proviennent des étoiles. Nous sommes littéralement des poussières d'étoiles. De plus, puisque le processus de fusion accélère à chaque étape, les éléments lourds ont été formés pendant le dernier 1% de la vie des étoiles. Mais pour comprendre d'où viennent les éléments retrouvés sur la Terre, il faut faire la distinction entre les petites étoiles et les étoiles supermassives, qui connaissent des fins de cycle très différents. Alors parlons maintenant de la mort d'une étoile comme notre Soleil. La masse initiale d'une étoile détermine largement son sort. C'est la masse qui détermine la force de gravité qui comprime l'étoile. Tout le long de son évolution, l'étoile perd de la masse en expulsant de la matière sous forme de vent solaire. Les étoiles supermassives, donc les étoiles de type O et B, peuvent perdre une masse équivalente à notre propre Soleil en quelques 100 000 ans, et leurs vents peuvent atteindre des vitesses de 3000 km par seconde. D'un astronome à l'autre, le seuil requis pour être considéré comme une étoile lourde peut passer de 2 à 4 fois la masse de notre Soleil. Alors, comment notre Soleil terminera-t-il son évolution? En général, les étoiles peu massives, comme notre Soleil, terminent doucement leur existence. Autrement dit, tant que la gravité le permet, l'étoile continue ses cycles de compression en produisant des éléments de plus en plus lourds. Dans le cas de notre Soleil, par contre, il n'aura pas assez de masse pour comprimer le carbone, qui contient 6 protons, au-delà des 10 000 kg par centimètre cube, soit 1 tonne par dé à jouer. À cette densité, les orbites d'électrons des noyaux atomiques sont pratiquement les unes dans les autres. Par contre, les collisions entre les noyaux ne sont pas assez fortes pour les fusionner. Les éléments comme l'azote, 7 protons, l'oxygène, 8 protons, ou le fer, 26 protons, ne sont pas produits dans les étoiles comme notre Soleil. À toute fin pratique, le cœur de carbone d'une étoile comme notre Soleil est mort. Les couches intermédiaires où l'hélium et l'hydrogène continuent de brûler prennent encore de l'expansion, mais la température diminue en intensifiant la teinte rouge de l'étoile.
Les couches externes, où il fait maintenant trop froid pour les réactions nucléaires, vont atteindre des dimensions équivalentes à la totalité de notre système solaire, formant une sorte de coquille pratiquement vide autour d'un petit noyau de carbone très dense. Le premier scientifique à observer ce phénomène, croyant assister à la naissance de planètes, lui a donné le nom de nébuleuse planétaire. Sauf qu'il s'agit en fait de la mort d'une étoile qui expulse lentement, donc pendant des dizaines de milliers d'années, qui expulse ses couches externes dans l'espace. Les nébuleuses planétaires n'ont rien à voir avec les nébuleuses cosmiques, ces vastes nuages interstellaires où naissent les étoiles, et conséquemment leurs planètes. Dans notre galaxie, nous pouvons observer des milliers de nébuleuses planétaires, c'est-à-dire de la poussière d'hélium et peut-être un peu de carbone qui s'éparpillent autour de leurs vieilles étoiles. Le noyau de carbone qui reste derrière est appelé une naine blanche. Au début, ce noyau est encore extrêmement chaud, mais en raison de sa petite taille, sa luminosité a considérablement diminué. Une naine blanche est à la 11e étape de son évolution, et bien que certaines soient plus petites que la Terre, leur densité est bien au-delà de tout ce que l'on peut retrouver à l'heure actuelle dans notre système solaire. Sans la masse requise pour continuer à comprimer le centre, le noyau est condamné à se refroidir lentement, éclairant de moins en moins et passant de la couleur blanche à la couleur jaune, puis du jaune au rouge, pour éventuellement finir en naine noire. L'espace est parsemé de ces objets denses et froids qui en sont à la 12e et dernière étape de leur évolution. Nous ne pouvons pas encore détecter les naines noires, et nous ignorons combien il y en a. Certains astronomes croient qu'elles pourraient même compter pour une partie de la masse manquante des galaxies. Mais vu la durée de leur évolution, donc sur plusieurs milliards d'années, s'il y en a, elles ne sont probablement pas assez nombreuses. En résumé, nous avons vu que nos théories, qui expliquent mal la formation des galaxies, expliquent convenablement la formation des étoiles. De plus, contrairement aux galaxies, nous avons de nombreuses observations venant confirmer nos théories. Nous semblons même connaître les étoiles si intimement que nous parlons des nébuleuses cosmiques comme étant des pouponnières d'étoiles. Et nous parlons ensuite de naissance, de vie et de mort des étoiles. La gravité, les irrégularités, les vents solaires et bien sûr les supernovas peuvent contribuer à comprimer un nuage pour former une étoile. Mais la compression doit d'abord surmonter les obstacles imposés par la chaleur, la rotation et le champ magnétique qui peuvent ralentir considérablement la compression. À l'intérieur des étoiles, nous retrouvons donc les conditions intenses qui avaient cessé peu de temps après le Big Bang. Cependant, si la formation d'éléments lourds se produit bel et bien au centre des étoiles, donc par des cycles de compression et d'équilibre, la mort d'une étoile comme notre Soleil semble s'arrêter à mi-chemin de sa production d'éléments lourds, et même de garder sa matière lourde prisonnière dans son noyau à la fin de son parcours. Nous devons maintenant nous tourner vers la fin des étoiles supermassives pour expliquer l'existence de la matière lourde dans notre système solaire et, conséquemment, sur la Terre.